Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette projection d'ouverture d'une, on va pas dire une rétrospective, mais un hommage à quelqu'un qui est un homme de l'ombre. Vous le savez, dans le cinéma, on invite souvent les réalisateurs et plus encore les acteurs à venir parler des films qu'ils réalisent ou qu'ils interprètent. Mais vous le savez aussi, derrière la caméra, voire même dans des bureaux, il y a énormément de personnes qui rendent des films possibles. Et parmi eux, le producteur ou la productrice sont des personnages clés qui rendent souvent les films possibles, qui permettent aux cinéastes de faire une carrière, mais on les connaît peu, voire pas du tout. Il y a quelques années, nous avons rendu hommage à un producteur roman décédé, Jean-Marc Anchaud. On aura l'occasion dans quelques mois, années, de rendre hommage à d'autres producteurs de ce pays. Et cette fois-ci, c'est l'occasion, en collaboration avec le Festival de Zurich, qui lui avait aussi rendu hommage juste à la fin de l'année dernière, et Frénétique Film, de rendre hommage à probablement l'un de ces hommes de l'ombre les plus importants du pays, mais que je suppose beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, et c'est bien dommage, puisqu'il a produit ou coproduit des œuvres de cinéastes majeurs comme Daniel Schmitt, on aura l'occasion d'y revenir, Christophe Schaub, Fischli Weiss pour ce pays, mais aussi coproduit des films de Jacques Rivette, de Sandra Nettelbeck, et de plein d'autres cinéastes étrangers, sans oublier plein d'autres Suisses, dont Freddy Mourer, last but not least. Alors j'ai le plaisir pour vous d'accueillir Marcel Höll. Bienvenue Marcel. Alors, on vous propose de converser un petit moment sur sa carrière, sur son histoire de producteur. Je vais me permettre de lui poser quelques questions et on terminera bien sûr par quelques mots sur le film que vous allez découvrir et à la fin de la projection, si vous souhaitez échanger quelques mots avec Marcel, on sera de retour pour boire un verre avec vous. J'ai pas dit encore le chiffre, mais j'ai essayé d'estimer dans ta carrière, tu as réalisé plus d'une cinquantaine de films, je crois. Tu as produit plus d'une cinquantaine de films, je crois que ça fait... Films de cinéma sont 40. 40. Bon, il y a aussi des films de télévision, il y a... Voilà. Des autres choses. Donc ça fait un peu plus quand même. Quelques cents de pubs au début de ma carrière. Alors voilà, justement, ça fait 40 ans que la société qui était la tienne, on va y revenir après, T&C, enfin 41 ans maintenant, a été fondée en 76, c'est ça? 76, oui. Mais là, justement, qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a amené à fonder une maison de production? Ok, pour ne pas devenir trop long, excusez mon français médiocre, mais ça a toujours bien fonctionné avec les coproducteurs français. Et non, j'ai, pendant le gym, à Zurich, il y a eu le fameux Mittelschulfilm Club pour tous les gyms. Et là, j'ai regardé dans les années 60 tous les nouveaux mouvements de cinéma en France, en Angleterre, mais aussi de l'Est, etc. Et ça m'a fait cinéphile, si on peut dire. Et après le bac, j'ai voulu travailler dans le cinéma. J'ai fait des différents boulots avec des différentes sociétés. Et un jour, j'en ai eu marre parce que, une fois de plus, je n'étais pas payé ou quelque chose. Et j'ai réfléchi de retourner à l'université ou de fonder ma propre boîte. Alors, j'ai fait la deuxième. T&C, fondé en 76. 78, sauf erreur, sort le premier film, si les chiffres sont exacts, c'est vraiment le premier film que tu as produit. Et il se trouve que c'est encore aujourd'hui le plus gros succès du cinéma suisse de tous les temps, c'est-à-dire Les Faiseurs de Suisse, que certainement beaucoup d'entre vous ont vu. Alors, comment ça arrive, enfin, comment ça s'est passé? Comment se trouve-t-il que tu arrives à produire ce film-là comme premier film? C'est comme aussi avec d'autres choses en vie, c'est quelquefois un hasard où on a
Ouais, c'était comme ça. Dans cette époque, il ne faut pas oublier, tout le monde s'est connu au cinéma suisse, aussi entre la Suisse alémanique et la Romandie. On se retrouvait dans les premières années des journées solaires et des autres événements. Et un jour, j'ai rencontré Rolf Listi sur la rue et j'ai dit « Ah, bonjour Rolf, j'ai fondé une société de production maintenant. » Parce que ça n'a plus existé, des sociétés de production pour des films de cinéma en Suisse alémanique. Ici en Romandie, on était plus avancé déjà. Et il m'a contacté, il a proposé d'abord un autre scénario, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis il a proposé Faiseur Suisse, le titre était encore différent au début. Et il a eu confiance en moi, et moi je trouvais ça normal. Comment on dit, Selbstsicherheit, Ta personnalité, ma sûreté sur moi-même était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui à l'époque. Et comme ça a commencé. Et après, on peut dire c'était Beginner's Slack. Et justement, en effet, même si tu étais peut-être très sûr de toi à l'époque, comment on gère un succès pareil? Parce que finalement, ça a été, tout le monde se souvient de ce film et de son succès extraordinaire, qui a aussi fonctionné dans la durée. C'est le film, quand on demande à quelqu'un, même à un étranger, peut-être moins un étranger, mais un Suisse roman même, et j'ai vu souvent à la télévision romande, quand on demande à un spectateur roman de citer un film suisse, parfois il cite un film roman, mais la plupart du temps il cite Les Faiseurs de Suisse comme étant le film symbole de l'histoire du cinéma suisse. Comment finalement on se retrouve avec un succès pareil? Comment on le gère au fond en tant que producteur? Est-ce que c'est facile après de faire le film suivant? C'est ça que je veux dire. Ouais. Je vous jure, j'ai pas perdu ma tête parce que c'était clair pour moi, ça continue pas comme ça. On ne peut pas répéter des choses comme ça, et je suis resté assez modeste. Et c'est pourquoi ça n'a pas changé grand-chose. On a continué de travailler et j'ai voulu faire des progrès. Et on a fait encore Kassettenliebe et L'amour en vidéo, je crois que c'était le titre français avec Rolf. Et après, j'ai rencontré Daniel et ma collaboration avec Daniel a commencé. La première coproduction avec Les Trajets, avec ECAT, avec la France, comme ça, un pas après l'autre. Et Suisse, à l'époque, ça c'était joué à beaucoup de pays dans les salles, hein, quand même. C'est un film qui a beaucoup tourné, qu'on a vu un peu partout dans le monde. Mais venons-en alors à Daniel Schmitt, qui est peut-être le premier cinéaste avec lequel tu vas nouer une collaboration qui va durer dans le temps, parce qu'on pourra y revenir après. Dans tes collaborations, il y a vraiment beaucoup de fidélité, semble-t-il, beaucoup de fidélité avec les cinéastes. Alors, comment tu as rencontré Daniel et comment, au fond, c'est créé ce que je peux appeler une véritable amitié, même une profonde amitié? Oui, après les Faiseurs Suisse, aussi en Allemagne et ailleurs, on a pris connaissance de ce jeune producteur. On m'a proposé des projets et j'ai réussi un scénario de l'Allemagne. J'ai trouvé un côté séduisant, intéressant, l'autre côté j'ai hésité, mais je me posais la question qui en Suisse pourrait le réaliser. Et je n'ai pas encore connu Daniel personnellement, j'ai seulement connu ses films. Alors j'ai envoyé le scénario à Flins, l'hôtel Schweizerhof, cher monsieur Schmitt. Il a réagi très vite, il a dit c'est rien pour moi, mais je viens à Zurich, j'ai une autre chose. Il a me présenté le scénario de ECAT et ses chiens, mais il y a encore une option avec un producteur suisse romand. et j'ai lu le scénario, j'ai beaucoup admiré ce film, j'aime encore aujourd'hui ce film ECAT, pour ceux qui peut-être le connaissent. À l'époque, ça a très bien marché en Suisse romandie.
Et j'ai dit, ok, prends contact avec moi si les droits sont libres. Et c'était typiquement Daniel, je n'étais pas encore su ça, j'ai réalisé plus tard. Le jour où les droits étaient libres, il m'a appelé et on a commencé. Mais quand tu dis on a commencé, ça sous-entend que tu as beaucoup d'argent, tu es très très riche et tu peux financer le film comme ça d'une minute à l'autre. Non, c'est pas comme ça, parce que les producteurs suisses ne sont pas comme ça. Il faut pas le croire. Alors justement, comment on peut commencer un film alors que peut-être le projet vient à peine de naître et que le cinéaste presse de pouvoir le commencer? Oui, c'était aussi non plus le cas que j'ai gagné tellement de fric au début avec Faiseur Suisse parce que comme on n'a pas de soutien de l'État pour produire ce film, on a dépendu des investisseurs privés et c'est normal, il y a des contrats, ils ont fait un investissement, ils ont le droit aussi de gagner avec un succès, mais quand même, j'ai décidé d'investir ce qu'on a gagné avec Faiseur Suisse, investir dans ce projet. Parce que la part suisse était beaucoup plus grande que c'était possible de recevoir de l'aide cinéma et de la télévision. Et j'ai dit, je veux faire ce film. Alors j'ai dit, wow. Tu l'as dit aussi, c'était ta première coproduction directement, donc deuxième grand film et une coproduction. À l'époque, finalement, les relations, bon, aujourd'hui c'est peut-être pas beaucoup plus simple, mais disons avec notre sortie de médias, mais les collaborations n'étaient pas si fréquentes finalement entre pays. Donc comment ça s'est passé d'aller chercher un coproducteur en France, de collaborer avec la France pour un jeune producteur tel que tu l'étais à ce moment-là? Ok. Alors d'abord, j'ai dû rencontrer l'écrivain c'était pas lui-même parce qu'il était déjà décédé, mais les héritiers et des droits du bouquin, c'était très cher. Ok, le scénario, j'ai reçu gratuitement. Et puis, je suis allé avec Daniel à Paris. On a rencontré 2-3 maisons de production. Et il ne faut pas oublier, on a déjà bien connu Daniel en France. Ça a aidé d'ouvrir les portes. Tout est allé très vite, très vite. Beaucoup plus vite que normalement aujourd'hui. Un autre cinéaste dans toute ta carrière avec laquelle tu vas nouer une collaboration, on reviendra peut-être à Daniel après, puisqu'on va aussi parler de Bérésina, mais un autre cinéaste avec lequel tu as noué une collaboration extrêmement fructueuse, qui a aussi signé des films qui ont été des succès commerciaux, peut-être un petit peu moins en Suisse romande, mais en tout cas en Suisse alémanique, et même en Suisse romande, c'est des films qui ont bien marché, c'est Christophe Schaub. Christophe, j'ai essayé de calculer, mais je ne suis pas sûr d'y être arrivé. Je crois que tu as fait 7 films, c'est ça, 7 films et téléfilms. Je crois qu'il y a un téléfilm dans les 7, quoi. Avec Christophe, des documentaires, des fictions. La fiction peut-être l'une des plus connues. Enfin, il y a plusieurs fictions. Il y avait Jeune homme qui a eu un beau succès ici. Il y a eu Julias Verschwinden, évidemment, qui a eu un très grand succès. Des films documentaires très importants, comme le fameux film sur le Bird's Nest, le fameux stade construit par Herzog de Meuron en Chine. Alors Christophe, comment s'est nouée cette relation avec lui? Oui, j'aime répondre à cette question parce que ça a commencé un peu bizarre. On ne s'est pas connus personnellement et moi j'étais président de jury de primes à l'époque. Berne a aussi donné des primes à des films extraordinaires. Et il a présenté là 2 fois un film et on n'a pas donné une prime. Il m'a appelé, il était très dense mais très correct et je lui ai expliqué pourquoi et j'ai franchement dit, moi non plus, je n'ai pas aimé ce film. C'était notre première rencontre téléphonique. Plus tard, j'ai eu un projet documentaire cinéma sur Santiago Calatrava, l'architecte catalan qui habite à Zurich. Et
j'ai cherché un réalisateur et je me renseignais et Christophe a déjà fait quelques documentaires dans ce endroit d'architecture et je lui ai appelé, on s'est rencontrés, j'ai proposé de réaliser ce film et c'est comment notre collaboration a commencé et pour moi c'est aussi un bon exemple qu'on doit être capable de se critiquer et que c'est quand même possible de collaborer. Mais justement, comment se déroule pour toi, comment doit être au fond idéalement la collaboration entre un producteur et un cinéaste? C'est quelqu'un qui suit le film du début à la fin, qui suit le tournage, qui suit les rushs, c'est quelqu'un qui discute avant et qui ensuite laisse une grande liberté au cinéaste. Comment pour toi doit être le travail du producteur, à ta manière? Moi, je prétends être un producteur créatif, ça veut dire tout le développement m'intéresse spécialement, souvent, pas tout au début, mais après, on a cherché même en commun des idées pour de nouveaux longs métrages. Ce processus m'a plu toujours beaucoup. Je nomme par exemple pas sur une idée de moi, je suis officiellement co-auteur. Ouais. Et après, c'est le travail typique d'un producteur, il faut trouver le financement, il faut surveiller comment les préparations pour le tournage se développent, mettre ensemble l'équipe. Et puis, ce que j'aime aussi bien de faire avec un réalisateur, c'est le casting, ce processus. Et spécialement avec Christophe, c'était toujours très fascinant. Parce que souvent nous avons eu même avis du début, mais quelquefois très controverses. Et si pas l'un ou l'autre a pu convaincre l'autre, on a laissé abandonner l'idée. Et puis pendant le tournage, pour moi, c'était... Je ne suis pas souvent sur le plateau, parce que moi, dans mon avis, ça ne sert à rien, parce que j'ai autre boulot à faire. D'abord, et j'ai des autres projets aussi, et puis ça me fait nerveux, parce que si ça dure trop long jusqu'à une prise commence, etc., je vais faire comme ça, et où je commence de me mêler en détail, je trouve ça pas bien. Ce qui est important, que je regarde les rushs immédiatement, et pour les discuter avec le réalisateur et naturellement d'avoir le contrôle sur le budget, que je reçois les chiffres très, très vite sur l'état des choses, parce que c'est ma responsabilité finale. Et puis après, c'est montage de nouveau qui m'intéresse beaucoup, de voir les étapes, on discute, etc. Et préparer la sortie du film, le marketing, les discussions avec le distributeur. Et pour moi, un film continue, pas tous les films, mais quand même, chez nous, un assez grand nombre. La carrière continue. J'ai toujours aimé jusqu'au dernier moment, l'année dernière, quand j'ai arrêté de signer de nouveaux licences. Par exemple, Il Bacio di Tosca, on a revendu, je crois, la 5e fois au Japon, encore l'année dernière, parce que c'est toujours un signe, les gens s'intéressent pour mes productions. Alors je rappelle que vous pouvez voir une vingtaine des films que Marcel Luna produit au cinématographe à partir d'aujourd'hui, enfin en commençant ce soir, qui forment ce choix qu'on a fait assez ensemble, hein, j'entends, parce qu'il y a des films que tu aimes plus, des films que tu aimes moins, on pourra peut-être y revenir, mais il y a un couple de cinéastes dont on n'a pas parlé, dont tu as produit, je crois, 3 films, qui sont des cinéastes un peu particuliers, et je voulais savoir aussi comment tu les avais rencontrés, comment tu avais travaillé avec eux, puisqu'on les connaît plus du monde de l'art conceptuel, qui sont Fischli et Weiss.
Tu as produit notamment ce fameux film qui est une œuvre en soi, qui est à la fois un film de cinéma qu'on a pu voir à Soleure et dans d'autres festivals, mais qu'on peut voir aussi dans des plus grands musées du monde, qui est Im Lauf der Dinge, c'est parce que je confonds toujours le Stand der Dinge avec le film de Wenders, donc Im Lauf der Dinge, hein, c'est juste, avec ce film catastrophe d'objets qui provoque une catastrophe continue. Au fond, comment tu les as rencontrés et comment s'est passé le travail avec eux? Parce que travailler plusieurs fois avec eux, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, au début des années 80, j'ai eu pour quelques années un partenaire, Hans-Oli Jordi, et il était ami avec les deux. Et ils sont rentrés de Los Angeles avec un montage provisoire du premier de ces trois films, Der geringste Widerstand, je ne sais pas, j'ai oublié le titre en français, le moindre résistance ou quelque chose comme ça, avec le rat et l'ours, un film très spécial, on dit en allemand très schräg. Et ils ont eu plus de fric parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas du tout connus comme artistes. Alors on a projeté ce montage provisoire en mur dans notre bureau, et on a discuté, Jordi et moi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est combien? 10 000 ou 15 000? Ok, il faut le faire. Alors on a dit à Peter Fischli, David Weiss, on le fait. Comme ça, on a pu terminer le film, et après est venu der rechte Weg, le chemin droit, ou le droit chemin, le droit juste, chemin. C'est pas droit en direction dans le philosophie. Et c'est aussi l'histoire de même rat, même ours, mais ils font une longue promenade en Suisse, et ils se rencontrent une philosophie très bizarre. Moi, j'aime beaucoup ce film. J'adore ce film encore aujourd'hui. Mais il faut bien écouter ce qu'ils disent. Et après est venu Les Coups de Choses, Der Lauf der Dinge. C'est devenu un film de culte, et encore, c'était en 87, et encore aujourd'hui, ce film est demandé, et ça court et ça court et ça court, et ça fait grand plaisir, un film comme ça. On dit parfois en Suisse que certains producteurs passent d'un projet à l'autre, essayent aussi de les financer, il y a une écriture, il y a un travail sur un scénario, etc. Mais il est plus rare de trouver des producteurs qui sont capables de se lancer dans des coups de cœur presque sans rien, ou au fond de décider de faire un film dans la confiance absolue d'une idée, d'un cinéaste. Et il y a deux films qu'on peut avoir dans cet hommage à ton travail de producteur, qui sont deux films de Daniel Schmitt, dont, sauf erreur, c'est des films où finalement tu as dit on y va, sans même le moindre minimum de financement, qui sont Il Bacio di Tosca que tu as évoqué tout à l'heure, et The Written Face, ou Le Visage écrit, ou Die Geschriebene Geschichte, qui sont des films dans lesquels toi-même tu as vraiment permis que ces films existent, quoi. Oui, moi je trouve le travail du producteur, c'est pas de seulement faire un pas si quelqu'un a déjà le financé, spécialement pendant le développement. Et heureusement, nous étions pour une longue période, jusqu'à la fin maintenant, capables. J'ai signé des contrats d'auteur pour commencer l'écriture, ou si c'était un documentaire, de écrire le concept et tout ça, sans attendre si on reçoit une aide de développement, pour être plus vite, pour donner une sécurité à l'auteur. Naturellement, le système de Succès Cinéma a aidé. J'ai investi ces moyens souvent au développement. Et moi, je trouve que c'est un part de notre travail, mais en même temps, c'est pas un responsable si un producteur, après, pour la production,
investi propre argent, parce que c'est le début du mort. Et aucun producteur, aucun vrai producteur fait ça partout au monde, parce qu'il faut sécuriser la boîte, on a des employés et tout ça, et les frais fixes par an, il faut d'abord les gagner. Mais j'ai toujours dit en allemand, je ne sais pas si j'ai réussi à dire en français, un producteur qui risque trop fait faillite et un qui risque rien, c'est un ennui. Ça, c'était visiblement très très bien traduit. On marche sur un fil comme au cirque, très fin, pour pas tomber à ce côté, à ce côté. J'ai eu la chance de ne pas tomber. On peut donc voir dans tous les films que tu as produits et qu'on pourra revoir ici à Lausanne, la qualité aussi des films que tu as produits, le grand nombre de succès. Il y a peut-être juste un cinéaste dont on n'a pas encore parlé, qui est important parce qu'on le connaît bien ici, c'est Freddy Mourer aussi, dont tu as produit Faux le Monde. Comment s'est passée la relation avec Freddy Mourer, qui est aussi quelqu'un qui met du temps à écrire un projet, qui est quelqu'un qui au fond, et entre le film précédent et Faux le Monde, il y avait eu toute une longue période. C'est un film qu'on montre aussi dans la rétrospective. Et comment s'est passé le rapport avec lui? Ouf, peut-être pas une bonne question. Il travaille très lentement pendant il écrit, et c'est une relation compliquée. Autrement, ça devient trop long. D'accord. Juste encore peut-être une chose par rapport à la fidélité, parce que tu as dit en effet que tu as été fidèle à des cinéastes, tu continues à travailler avec eux, certains, Daniel a été l'un d'eux, tu as aussi des rapports qui sont restés des rapports amicaux avec certains comédiens ou comédiennes. Je sais qu'il y a un film par exemple qui était, on en a parlé ensemble, qui est Mostly Martha, que certains d'entre vous ont vu sur la Piazza Grande, qui est un film allemand, une coproduction germano-suisse avec Marcel Eun, dans lequel il y avait une actrice qui n'était pas encore très très connue à l'époque, mais qui depuis a fait grande carrière et qui est devenue extrêmement célèbre, qui est Martina Gedeck. Et je sais que vous êtes restés aussi amis. Donc en fait, tes relations, elles vont au-delà simplement des relations que tu noues avec des cinéastes. Ça se noue aussi avec des comédiens, avec des techniciens. Parce qu'il y a beaucoup de techniciens qui ont travaillé dans les films. On retrouve beaucoup de techniciens dans les films que tu as produits qui sont un peu les mêmes. Oui, ok, avec Daniel et Christophe, ça se développe pour de grandes amitiés. Et si Daniel n'aurait pas décédé, on a continué à travailler. Et si je n'aurais pas arrêté l'année dernière, Christophe n'était pas du tout heureux que j'arrête et on soit maintenant en privé. Avec les acteurs, c'est un peu moins ça, parce que c'est comme une caravane, un film est terminé, à la fin on pleure un peu comme ça et il continue un prochain film, mais Martina Gedeck, si on s'est revu au Festival de Zurich et ce sont des moments très sympas, mais on ne peut pas dire c'est une amitié et moi je suis peut-être pas très talenté de garder cette sorte de lien parce qu'on travaille et je ne suis pas un homme des fêtes et tout ça. Assez, ouais. Low profile. Alors revenons à Daniel, donc, avec lequel tu as fait énormément de films, que ce soit ces films plus documentaires ou liés au documentaire que sont Bacio di Tosca, The Written Face, mais aussi Hors Saison, mais aussi E4, et bien sûr Bérésina. Alors parlons de Bérésina, et si tu peux dire quelques mots de la naissance du projet, de son scénario qui a été écrit par Martin Souter, je le rappelle, parce que les gens le connaissent ici, il est évidemment traduit et lu en francophonie. Et comment est ce projet autour de la Suisse quand même? C'est quand même le film le plus politique de Daniel aussi, quelque part. Oui, c'est une histoire aussi un peu spéciale. C'était, je crois, en 97, il était dans mon bureau
en cours d'aller à Guatemala. À l'époque, Martin Sutter a vécu là, en grande partie de l'année, pour trouver une nouvelle histoire pour un film. Et c'était la période de cette discussion passée Holocauste suisse. Et Daniel était un homme absolument politique, mais pas dans une manière journalière, mais plutôt générale. Et il était étonné qu'aucun cinéaste parle de ça. On a réfléchi, on a dit, juste qu'on a développé un long métrage sur ça, c'est déjà plus en discussion. Et on a rumgeblödelt, on fait un peu des jokes, etc. Et j'ai dit, tu sais, moi j'ai souvent cherché, j'ai eu une liste avec des mots pour possibles idées. J'ai dit, j'ai toujours imaginé, il y a un coup d'État en Suisse. Et on a commencé de parler de ça, il est allé à Guatemala, il rentre après 4 semaines, ici tu as ton coup d'État. C'était Beresina, il a mentionné ça à Martin Sutter, et Martin a écrit cette histoire. C'est comme ça. Le film est sorti en 99. Comment a été la réaction de la Suisse à l'époque? Parce que je voulais quand même te poser cette question-là avant que les gens voient le film, dans le sens où ça reste une denrée rare. Les films de fiction suisses, il y a des films documentaires suisses qui parlent de politique, on en a montré souvent ici même, il y en a plein, mais des films de fiction suisse qui osent jouer avec notre réalité, qui osent imaginer des choses, et sur la Suisse réelle, la Suisse fantasmée, c'est assez rare. Et comment a été la réaction du public, tu t'en souviens, après Bérésina? Oui, très splitté, parce que spécialement ici en Suisse, au monde, la presse était en partie très méchante, très contre ce film. Et moi, j'ai toujours pensé avant, on aime beaucoup plus le film ici parce qu'il peut dire, ah, c'est un peu critique contre la Suisse alémanique, c'est une erreur fondamentale. Et puis, l'humour, c'est quelque chose de très personnel et pas tout le monde a compris cette tonalité satirique. Et chez nous, en général, les critiques étaient beaucoup mieux, sauf le grand Tagesanzeiger qui a fait un vrai campagne contre Daniel. Ça a donné beaucoup de discussions après parce que... Mais quand même, c'était au niveau spectateur, le film avait clairement le plus grand nombre d'entrées ici en Suisse. Et voilà, le film était à Cannes, et ici et là, et vous verrez ce soir, je ne parle pas de ça maintenant, parce que moi j'étais curieux comment les films agissent. Et c'est très différent, mais quand même, moi je trouve qu'il y a encore certaines choses ont changé entre-temps, plutôt l'extérieur, si je peux dire comme ça, mais il y a pas mal de choses qui sont encore très actuelles, Panama Papers et des trucs comme ça, ou les grands patriotes, etc. Ouais. Alors, si tu me permets une remarque personnelle, je suis convaincu que le film s'est bonifié avec le temps et que cette projection ce soir va démontrer encore une fois que Daniel était peut-être juste un peu en avance sur son temps quand il a fait Bérésina, dans la manière qu'il a eu de raconter notre pays. Parce qu'à l'époque, certains journalistes ont prétendu que le film était modé et ils ont bien compris ce qui est passé aussi en 1999. Moi, j'ai voulu produire plus des fictions avec un contenu politique, mais il faut les auteurs qui sont capables de l'écrire. Et ouais, c'est notre problème, une autre question. Alors, ce sera peut-être d'autres producteurs
plus tard, on ne sait pas. En tout cas, je remercie à cet homme de l'ombre d'avoir accepté d'être dans la lumière, même s'il n'aime pas trop ça. Non, mais oui, je suis ravi de vous voir. J'ai eu la crainte que je suis seul avec Frédéric ici et on parle ensemble dans cette salle formidable et je remercie Frédéric et son équipe de la Cinémathèque de me faire cet honneur de ce rétrospectif. C'est la moindre des choses. Willkommen sous Lausanne. J'arrive au moins à dire ça. Merci Marcel et bonne projection. Merci Marcel. Et à tout à l'heure. Merci.